Salut à tous! Je vous avais promis des vidéos le samedi et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo pour la rentrée. L'année dernière j'avais fait aussi quelque chose pour la rentrée, je vous avais parlé de ces livres qui parlaient de l'école et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de classiques. Ayant fait des études de lettres, forcément ça fait un moment que j'avais envie de vous parler de classiques mais j'avais pas envie d'aborder ça de manière chiante parce que qu'on se le dise ça n'attire pas grand monde les classiques et je peux comprendre pourquoi parce que moi personnellement c'est pas non plus le truc que je kiffe le plus au monde. Voilà, mais j'avais envie de vous parler de ces classiques qui peuvent être sympas à lire et de vous donner à chaque fois 3 bonnes raisons de les lire. Donc j'ai sélectionné 10 classiques et ben voilà, allons-y, soyons fous. Je me suis dit que c'était une bonne idée pour la rentrée de vous parler de ces bouquins que vous allez peut-être un jour lire dans votre scolarité. Je prends mon petit cahier parce que j'ai pris quelques petites notes. Et c'est parti pour cette vidéo en espérant qu'elle vous plaise. Le premier bouquin dont j'ai choisi de vous parler, il s'agit de Don Juan de Molière, qui a été publié entre 1664 et 1665. Il s'agit d'une pièce de théâtre, ce qui est à mon sens déjà une première bonne raison de le lire. Parce que le théâtre, c'est dynamique, c'est rapide à lire. En plus de ça, ça peut se déclamer. Et si vous avez envie de lire à voix haute, et ben vous pouvez. Parce que moi, personnellement, le théâtre, c'est comme ça que je le préfère. J'aime le déclamer à voix haute. Je passe sans doute pour une cinglée si mes voisins m'entendent. Mais je m'en fous, je trouve que ça a un côté tellement vivant le théâtre, c'est comme ça que ça se lit le mieux je trouve et c'est super sympa à lire. Voilà, donc c'est une première très bonne raison de lire Don Juan de Molière. La deuxième très bonne raison de lire Don Juan de Molière, c'est tout simplement pour le terme Don Juan. Le terme Don Juan, vous l'avez sans doute entendu parler, il a été reproduit partout au cinéma, c'est un véritable cliché, un véritable, comment on appelle ça, j'ai plus le mot en tête évidemment, ça va pas revenir. Bref, c'est une véritable image qu'on retrouve dans plein d'œuvres différentes. Et je trouve que pouvoir un peu retourner aux sources avec Don Juan, c'est intéressant. Retourner aux sources, mais pas que. Parce que, et pour moi, la troisième bonne raison de lire Don Juan, c'est que Don Juan, ce n'est pas le récit initial. Le récit initial, il ne vient pas de là. Donc quand je vous dis que ça peut être un bon moyen de retourner aux sources, de comprendre d'où vient le récit, oui, certes, parce que quand même, c'est probablement le texte qui a été le plus étudié, le plus lu, et le Don Juan, on va dire, le plus universel. Mais en réalité, Molière s'est inspiré de textes qui existaient déjà. Don Juan est une réécriture, et je trouve ça super intéressant quand on sait tout ça, de pouvoir aller creuser un petit peu et découvrir les textes qui ont mené à Don Juan. Parce que c'est aussi ça la littérature et c'est des choses qu'on ne sait pas quand on ne creuse pas le texte et je pense que je vais vous le dire beaucoup dans cette vidéo mais tout ce qu'il y a autour d'un texte est super intéressant en littérature. Parce que la littérature classique c'est aussi beaucoup d'histoire. Voilà, c'était 3 bonnes raisons de lire Don Juan et moi personnellement c'est une pièce de théâtre de Molière que j'adore mais je suis très fan de Molière de manière générale et je pense que même si ce n'est pas Don Juan, lisez du Molière, c'est super sympa, c'est très drôle et je trouve que ça peut être encore très contextuel. Voilà. Le deuxième récit dont j'ai choisi de vous parler, il s'agit des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, publié en 1782. On se rapproche un petit peu de nous, mais pas trop non plus quand même. C'est pas du tout par ordre chronologique, donc voilà, on va s'arrêter là pour le petit... je sais pas ce que je voulais dire, donc je me tais. Il s'agit d'un récit épistolaire. Premier grand point positif, c'est que ça se lit plutôt rapidement. Encore une fois, il y a un côté un peu dynamique, on a l'impression d'un peu de... En fait, ce que j'aime beaucoup moi dans les récits épistolaires, et à plus forte raison quand il s'agit de récits épistolaires qui sont des textes, d'ailleurs vous allez voir, je vous en présente plusieurs dans cette vidéo, c'est qu'on a un peu des fois l'impression de retourner complètement dans le passé pour de vrai et de redécouvrir des lettres et tout ça qui ont été... Je trouve qu'il y a ce côté très sympa dans les récits épistolaires quand ça date d'une autre époque, et ici c'est assez intéressant. Pourquoi c'est assez intéressant? Bien parce qu'il s'agit d'une histoire très sulfureuse. Dans ces lettres, on va suivre l'échange entre j'ai oublié leur nom, je vais le sortir, je vais vous redire les noms parce que je veux pas vous dire de bêtises. Il y a Merteuil, il y a la marquise de Merteuil et c'est ça, Valmont. Valmont, putain. Je sais pas pourquoi j'avais un nom qui avait rien à voir dans la tête et je savais que c'était pas ça depuis le début. Donc on va suivre Merteuil et Valmont qui s'échangent des lettres, etc. avec des histoires sulfureuses de love, de sexe, beaucoup de sexe. Voilà, et c'est super intéressant. On a Valmont qui va essayer de séduire une jeune fille, voilà, et je trouve ça super intéressant. Encore une fois, c'est très sulfureux comme histoire. Et il y a toujours cette subtilité, les gens de lettres qui écrivent et qui... Enfin voilà, c'est super intéressant et c'est... Moi j'adore, franchement c'est une de mes œuvres littéraires préférées, voilà. Et pas que, puisque la troisième bonne raison de lire Les Liaisons dangereuses, c'est qu'il y a une multiplicité d'adaptations, que ce soit au cinéma ou en série. Ah oui, il y a une série Netflix qui est sortie il y a pas longtemps qui s'appelle Les Liaisons dangereuses. Eh bah ouais, c'est ça, c'est une adaptation de ça. Et puis vous connaissez peut-être aussi le film avec Sarah Michelle Gellar, Sex Intentions. Ou Cruel Intentions en VO.
Voilà, et bah ça aussi, c'est tiré des Liaisons dangereuses. Et puis vous avez également un roman que je dois avoir quelque part, moi. Tic 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 tic, est-ce que je le vois, est-ce que je le vois? Bah non, sinon c'est pas drôle, hein. Tic tic tic, qui s'appelle Nous sommes cruels, de Camille de Peretti, qui est également une réécriture des Liaisons dangereuses. Donc les Liaisons dangereuses, ben c'est intemporel. Le troisième roman que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque cette fois-ci il s'agit bien d'un roman, il s'agit du Vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. Et c'est un récit, tout ce qu'il y a de plus basique, publié en 1952. Pourquoi le lire? Parce qu'il a obtenu le prix Nobel de la littérature en 54 et le prix Pulitzer en 53. Et franchement, c'est pas un petit peu classe de lire un bouquin qui a reçu des prix? Moi, je pense que si. Une autre raison de le lire, c'est que c'est un récit qui est assez court, qui est assez prenant. Et surtout, troisième bonne raison de le lire, c'est que c'est un récit qui, parmi ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, fait partie des plus récents, donc potentiellement le plus accessible. Et ça reste quand même un classique de la littérature. Hemingway, c'est un auteur dont je pense on vous a potentiellement rebattu les oreilles. Peut-être, peut-être pas. Enfin, moi je sais qu'en anglais, j'en ai beaucoup entendu parler dans mes cours de littérature anglaise d'Ernest Hemingway. Encore une fois, je trouve qu'il a un côté très abordable pour des lecteurs qui ne sont pas forcément habitués à de la littérature classique, parce que ça a été écrit dans les années 50, donc c'est quand même assez proche de nous, et même historiquement parlant, c'est assez intéressant, parce que c'est très proche de nous. Donc ça va pas vous dépayser complètement si la littérature classique vous fait peur, ça peut être un des romans que je vous conseille. Voilà. Ensuite, on va rester dans des zones assez proches de nous, mais là, ça va vous dépayser, puisqu'on va parler de En attendant Godot de Samuel Beckett, qui est de théâtre de l'absurde. On retourne vers le théâtre, forcément, encore une fois, c'est quelque chose de très positif, ça se lit vite et c'est hyper dynamique. Et là, on est dans le théâtre de l'absurde. C'est un monde à part entière, et je pense que En attendant Godot est très probablement une des pièces les plus sympas à lire dans le genre, même si la cantatrice chauve est pas mal non plus. C'est deux textes que j'ai étudiés et que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le théâtre de l'absurde, c'est très sympa aussi à lire. Très barré et en même temps très réfléchi, et vraiment je pense que c'est à lire. Il est également très facile à lire en anglais, donc pour les plus anglophones d'entre vous ou ceux qui ont envie de se perfectionner en anglais, ça peut se faire, parce que moi personnellement j'en ai lu plusieurs passages, parce que justement moi je l'ai étudié en anglais, et franchement c'était plutôt pas mal. Je l'ai étudié au lycée, hein, donc j'ai pas eu besoin d'être en fac d'anglais pour le lire. Je trouve que si vous avez envie d'améliorer votre anglais et de lire des œuvres qui sont des œuvres classiques, ça peut être d'une pierre deux coups. Et ensuite, bon c'est pas un argument de ouf, mais il est très rapide à lire, c'est une pièce qui est assez courte. De toute façon, de manière générale, le théâtre, c'est ce que je vous conseillerais en priorité si vous avez envie de lire de classiques, vous n'avez pas envie de vous prendre trop le chou, et que vous avez envie de lire un texte qui va se lire rapidement. Le théâtre, c'est parfait. Le théâtre ou la poésie, puisque on va maintenant parler de Charles de Baudelaire. Charles de Baudelaire et les fleurs du mal, évidemment, quoi d'autre. Puis quand vous verrez, je crois que c'est mon dernier update du mois, vous verrez que j'avais la tête pas mal de Baudelaire ces derniers temps, puisque j'ai lu un bouquin où il était question de Baudelaire H24. Mais du coup ça m'a aussi donné envie de creuser davantage de mon côté. Bref, Baudelaire a écrit en 1857, enfin publié ses Fleurs du Mal en 1857, ça recouvre quasiment toute son œuvre. Et pourquoi est-ce qu'il faut lire? Déjà parce que c'est un recueil de poésie, et je trouve que les recueils de poésie c'est assez sympa parce qu'on va avoir un peu de tout. Je trouve que c'est ce qui va nous donner le plus une palette de ce qu'un auteur peut faire aussi, parce que un recueil de poésie, on peut avoir aussi bien des poèmes d'amour que des poèmes un peu plus sombres, et c'est le cas avec Baudelaire. Baudelaire, il avait fait une poésie un peu dark quand même, les fleurs du mal, c'est un peu sombre et tout ça, et ça peut du coup toucher, je pense, des jeunes dans les âges, on va dire collège-lycée, puisque cette vidéo, soyons très honnêtes, est pour adresser à vous, les plus jeunes, plus qu'à des étudiants en lettres qui, je pense, et je l'espère, apprécient un minimum la littérature classique et n'ont pas besoin de moi pour leur faire des recommandations. Voilà, mais je pense que ça peut du coup vous parler particulièrement parce que je trouve que c'est un peu sombre, un peu dark. J'allais faire une blague en mode si t'es un peu gothique et tout ça va te plaire, mais ça m'aurait gonflé quand déjà quand ma grand-mère disait que j'étais gothique parce que j'avais du vernis anglo noir, ça m'agaçait, donc ouais, bref. Accessoirement, historiquement parlant, l'histoire autour des Fleurs du Mal est super intéressante parce qu'il y a eu tout un procès, il y a des poèmes qui ont été censurés, enfin voilà, ça a été un bordel monumental. Et j'en reviens un petit peu à ce que je disais en tout début de cette vidéo, je trouve ça hyper intéressant la littérature par le prisme de l'histoire. Quand on découvre une œuvre par le biais de toute l'histoire qu'il y a eu autour, je trouve que ça la rend d'autant plus intéressante, et je trouve que ça se vérifie beaucoup avec les Fleurs du Mal. Voilà. Moi d'ailleurs c'est en découvrant un peu plus l'histoire autour que là aujourd'hui j'ai envie de relire les Fleurs du Mal et de m'offrir une lecture vachement différente. Voilà. Comment vous parler de littérature classique sans vous parler un petit peu de romance? Parce qu'après tout, un peu de romance dans notre vie, ça ne fait pas de mal. Et j'ai choisi de vous parler tout simplement d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, parce que c'est
le seul Jane Austen que j'ai lu déjà, et que je l'ai beaucoup aimé. Il a été publié en 1813 et c'est une romance qui est à mon sens intemporelle. Je pense que vous en avez tous entendu parler, ne serait-ce qu'une fois, que c'est au moins un titre qui vous parle un petit peu. Et pour les plus accros à la romance, c'est un titre que vous avez retrouvé dans beaucoup de romances. Beaucoup, beaucoup. Hein, Anatole en parle dans After. Anastasia est une grande fan de Jane Austen dans 51 degrés. Bref, ça a influencé énormément d'autrices de romance et c'est normal. C'est logique. Accessoirement, c'est un récit qui est assez en avance sur son temps quand on voit ce qu'il en était à l'époque. Je trouve que c'est le genre de romance qui, je pense, devait faire un petit peu jaser et en même temps devait énormément faire rêver les jeunes filles de leur époque. Et je trouve ça fou qu'aujourd'hui, ça fasse encore rêver les jeunes filles de notre époque. Voilà. Et accessoirement, le troisième petit point très très positif, c'est que l'autrice autant que l'héroïne de ce récit sont des féministes pur jus. Et ça c'est plutôt cool. J'adore voir Anastasia remettre à sa place cette espèce d'enfoiré de Darcy, parce que putain qu'est-ce qu'il peut être con des fois. Et j'adore ces moments. Voilà. Rien que pour ça, lisez Orgueil et Préjugés. Mais lisez également Les Misérables de Victor Hugo, roman sorti en 1862 qui mélange très habilement les genres et les différentes histoires. Il peut faire peur, il peut faire peur, il peut faire peur. C'est pour ça que du Victor Hugo, peu importe ce que vous lisez, moi je savoure à 200%, mais Les Misérables, moi je sais que c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de Victor Hugo, Les Misérables. Et voilà, il y a également plein de versions abrégées qui existent pour les plus jeunes, donc n'hésitez pas aussi, version abrégée, c'est pas aussi bien que de le lire en entier, mais moi personnellement je vous taperai pas sur les doigts, c'est ce que j'ai fait quand j'étais au collège et que j'ai vu le film et que j'ai adoré le film. C'est une des œuvres les plus magistrales de Victor Hugo et en cela, pour moi, c'est celle que je vous conseillerais le plus facilement. Mais aussi et surtout, c'est le véritable tableau d'une époque. Et en cela, c'est pour moi une des plus belles œuvres de cette époque. Voilà, parce que c'est un très beau tableau du Paris de l'époque. C'est une histoire qui se déroule sur plusieurs années, où il se passe énormément de choses, où on suit beaucoup de personnages. Mais franchement, c'est une fresque. Une fresque. Ouais, une fresque de la France de l'époque. Et c'est très intéressant. Voilà. De toute façon, lisez Victor Hugo. Franchement, vous n'avez pas grand chose à perdre. Vraiment. Lisez également Dracula de Bram Stoker. Oui, je vous vois, vous les accros à Twilight et compagnie, là, lisez Dracula de Bram Stoker, sorti en 1897. C'est la base du mythe du vampire. Vous ne pouvez pas me dire que vous adorez les vampires si vous n'avez pas lu Dracula, ça n'a pas de sens. Il faut le lire. Et en plus, comme pour Les Misérables, il y a plein de versions rapides de l'œuvre, donc même si vous n'avez pas envie de vous faire chier à tout lire, vous pouvez faire ça. Voilà. Accessoirement, c'est un roman épistolaire également. Donc, qu'est-ce qu'on a dit avec les romans épistolaires? Ça se lit vite, on se sent impacté dedans, on a l'impression que ça va vraiment exister. Et dans un récit fantastique, reconnaissons-le, c'est plutôt sympa. Le côté, putain, ça pourrait être des vrais, quoi. Et ça moi j'adore. Et accessoirement, il y a plein d'adaptations, il y a... Enfin, le mythe de Dracula, il est partout, c'est ce qui régit le mythe du vampire aujourd'hui, tout passe par Dracula, il apparaît partout, dans des jeux vidéo, dans des films, dans des bouquins, dans des séries, il est partout. Voilà, donc lisez Dracula. Je peux aussi vous conseiller de lire Les Lettres persanes de Montesquieu. Ça n'a absolument rien à voir et c'est sorti en 1721. Voilà, voilà. Il s'agit d'un roman épistolaire comme l'indique le titre. Voilà, donc je vais pas vous répéter que les romans épistolaires c'est plutôt cool et qu'il faut les lire et tout ça parce que ça se lit vite, machin. Mais celui-ci, la petite particularité, c'est que Montesquieu a fait croire qu'il s'agissait de l'échange entre deux Perses. Un Perse qui était à Paris à l'époque et qui écrivait à un ami perse à lui, resté en Perse. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que c'est une véritable critique de la société et qu'à l'époque, quand ça a été publié, les gens croyaient vraiment que c'était l'échange entre deux Perses qui voyaient ces abrutis perruqués et qui se disaient mais qu'est-ce que... c'est chelou, non? Voilà, et plein d'autres choses. Moi je me rappelle d'un texte où ça critiquait les vêtements, je crois. Il y avait un texte comme ça qui était sur la façon qu'ils avaient de tous se parer et que le mec trouvait ça ridicule, et voilà. Et du coup c'est très 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 sympa, il y a un petit côté un peu excentrique et c'est assez amusant et surtout c'est incroyablement critique et c'est super fin et pendant longtemps, enfin moi je trouve que quand tu le lis en te mettant à la place d'un mec qui le découvrait à l'époque et qui croyait que c'était un vrai échange épistolaire, tu dois te sentir un peu con et tu te sens encore plus con quand tu te rends compte que tu t'es fait berner, qu'en fait c'était juste Montesquieu qui avait envie de te foutre un peu de ta gueule quoi. Donc c'était... Non, moi j'ai beaucoup aimé Les Lettres persanes.
Et j'ai également beaucoup aimé, et je m'y attendais pas, Les Laits de Marie de France. C'est sorti vers la fin du XIIe siècle, mais c'est un peu difficile à dater comme les trois quarts des textes du Moyen-Âge. Et c'était des petits contes qu'on se racontait comme ça, et Marie de France était donc... et celle qui a retranscrit ces laits-ci. C'est un peu sous la forme de contes, donc déjà c'est très sympa, on a dans les laits, on a plusieurs c'est un peu formulé comme des espèces de poèmes, il y a toujours une espèce de morale à la fin, et c'est généralement très sympa. Il y a étonnamment beaucoup de fantastique, il y a des lectures, enfin il y a des textes où il y a beaucoup de fées, les fées sont très présentes, omniprésentes même dans l'univers du Moyen-Âge, ce que je trouve assez fou parce que par bien des aspects, il y a aussi beaucoup l'aspect de la croyance, etc. Et c'est souvent des petites histoires romantiques. Moi, les laits, j'ai été hyper étonnée d'aimer ça et j'ai été hyper étonnée d'aimer la littérature du Moyen-Âge. C'est une littérature à laquelle je ne croyais pas du tout et dans laquelle je me voyais pas, enfin, je me projetais absolument pas. Et je dois avouer que j'ai été super agréablement surprise par ce type de littérature. C'est du coup un petit recueil que je vous conseille parce que c'est assez sympa et franchement, ça se lit tout seul. Enfin, franchement, j'ai rarement lu aussi rapidement un bouquin pour mes cours à la fac. Soyons honnêtes. Voilà. J'ai terminé de vous présenter les 10 bouquins que je voulais vous présenter. On a un petit peu tout, on a du théâtre, on a du roman, on a de la poésie et on a des laits parce que je trouve que c'est un genre un petit peu à part. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça pourra, à certains qui n'ont absolument aucun goût pour la littérature classique, ça aura pu vous donner envie d'en lire. Et si c'est pas le cas, bah tant pis, au moins j'aurais partagé avec vous quelques-uns des titres de littérature classique que j'aime beaucoup. Je vais être très honnête, il y en a certains, ça m'a donné super envie de me replonger dedans, parce que je me rends compte qu'en fait, je les ai lus dans des contextes très particuliers et que j'aimerais bien les lire par pur plaisir. Voilà. C'est tout. Hein, voilà, c'est la fin de cette vidéo, à bientôt, et puis pour ceux qui ont déjà fait leur rentrée, j'espère que tout s'est bien passé, n'hésitez pas à me raconter ça dans les commentaires, et puis pour ceux pour qui c'est pas encore fait, parce que je sais que par exemple les universitaires ce n'est pas toujours fait pour tout le monde, et bien n'hésitez pas à me tenir au courant, et puis bon courage pour cette rentrée. Voilà, des bisous, salut!